Kitenza avec le couple Le Coco. Nous sommes ici à Sacramento. Yeah. Et Sacramento, c'est précisément où en Californie? C'est la capitale de la Californie. Oh voilà, la capitale de la Californie. Yeah. Et c'est aux États-Unis d'Amérique. Oui. Merci de nous avoir reçus ici, chez vous. Un grand plaisir de vous présenter. Mais voilà, donc tu as dit le couple Coco. Bon, en fait, c'est le couple Kitenza, parce que c'est ça le nom de la famille. Ça, c'est le nom de la famille, le couple Kitenza. Moi, c'est le Coco. Ça, c'est mon épouse, Alice. Et voilà, nous habitons effectivement à Sacramento. Ouais, c'est la capitale de la Californie. Et voilà, on a vécu ici, ça fait combien? Depuis 2005. On a habité ici. Voilà, donc nous avons une grande famille que moi j'appelle le village. Oui. Le village Kitenza. Et voilà, nous avons 4 garçons et 2 filles. Et voilà. Et s'il y a autre chose que vous voulez savoir, on peut continuer. Madame peut aussi se présenter comme... Kitenza, c'est la reine-mère. C'est la reine-mère. De la grande famille Kitenza. Enchanté. Un plaisir, Merci, bienvenue chez nous. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Bon, si on dit depuis combien de temps, ça dépend. Parce que quand on s'est connus, on s'est fréquenté pendant un nombre d'années, en fait, avant que je la propose en mariage. Mais pour dire officiellement, on s'est mariés en 2005, au mois de juillet. En fait, c'était le 9 juillet 2005. Donc, c'est depuis ce temps-là, officiellement, que nous sommes mariés. Depuis 2005. Ils ont 19 ans. Bientôt 19 ans. Waouh! Merci. Merci. C'est pas facile. Nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de vous. Comme vous le savez, il y a des couples qui se marient aujourd'hui, demain ils divorcent, après un mois ils divorcent, après 2 ans ils divorcent, mais vous êtes ensemble. En tout cas, kudos. Avant 2005, qui a vécu? Et c'était en quelle occasion que vous êtes vus pour la première fois, si vous avez encore des souvenirs? Je m'excuse, je vais boire un peu. Oh non, ça va. Parce que les bonnes choses vont commencer. Ouais. En fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à une réunion de la communauté congolaise à Richmond. Je crois que c'était au mois de février 2002. Et après ça, il y a eu une autre occasion où on se retrouvait chez moi à la maison en famille. Il y avait un deuil. Et à partir de là, on a parcouru un temps d'amitié, pure amitié à un point. Et les choses ont pris leur parcours elles-mêmes après cela. Donc pratiquement, on s'est connus depuis 2002, en février 2002. Ça fait presque 23 ans qu'on se connaît. Waouh! Et de cette première rencontre, est-ce qu'il y avait de signaux de ton côté? Signaux comme tel, pour dire que j'ai vu mon partenaire, pas exactement, mais il y a des faits qui ont marqué sa présence ce jour-là particulièrement. Et vous savez, quand vous êtes en foule et sous des circonstances communautaires, il y a toujours des services qui sont entendus, les gens s'entraident et tout. Et j'avais remarqué que son attitude était plus ou moins personnelle, exceptionnelle, je dirais, par rapport à son attitude vis-à-vis des besoins qui s'étaient présentés à ce moment. Alors, ça fait que son étoile est restée quand même gravée. Merci, monsieur. Ça veut dire que ça l'avait marqué?
Non, pas ces jours-là, en fait, parce que je crois que j'étais naturel. Comme j'ai tendance à être naturel, rester naturel, être moi-même. Et je sais pas, elle pourrait peut-être élaborer un peu plus pour ceux qui me suivent, pour dire particulièrement c'était quoi. Mais pour moi, au fait, il y avait aussi quelque chose qui s'était passé ces jours-là. Parce que tu sais, quand tu rencontres quelqu'un la première fois, et il y a quelque chose qui te frappe tout de suite, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça alors? Et voilà ce qui s'était passé. C'était un jour des élections de la communauté congolaise. Ce jour-là, j'étais venu avec mon ami, Père son âme, il n'était plus ici, mais on était venu, je le supportais, il était candidat. On habitait à Santa Rosa. Moi, j'habitais à Santa Rosa en ce moment-là, parce que c'est là, la cité dans laquelle j'ai vécu, là où j'ai pris du travail, quand j'ai quitté le Montana. Donc, j'étais à Montana. Et voilà, j'ai rencontré mon ami, et mon ami, lui, il s'était présenté comme candidat. Et pour lui, il m'avait introduit, il voulait m'introduire à la communauté congolaise. Et voilà, c'était comme ça. Alors, ces jours-là, étant là, parmi les personnes qui s'occupaient, au fait, des invités, c'était elle. Moi, j'ai vu une jeune fille habillée en pagne, presque comme ça. Oh, coïncidence. Oui, habillée en pagne. Et quand on a demandé aux gens de s'introduire, on s'est introduit en disant je ne sais pas quoi. Et elle a dit, mon nom c'est tel, et je suis célibataire. C'est bizarre, non? Pour moi, j'ai dit waouh. Souvent, moi en tant que Congolais, quoi, donc waouh. Oh. Une fille qui dit ça, c'est qu'elle est confortable avec elle-même. Et ça m'a frappé, quoi. Ça, c'était quelque chose qui m'a. C'est resté gravé au fait à ma mémoire depuis ces jours. J'ai dit ça, c'est quelqu'un qui, quand même, elle est confortable avec elle-même. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. Et puis la nuit, voilà, a continué. Par la suite, cette soirée-là, on est resté là-bas à nettoyer, à ranger des affaires ensemble, avec sa bête, sa tante. Et je me rappelle rester dans la salle, en train de bavarder avec elle et la tante, toute la soirée jusqu'à ce qu'on a clôturé la soirée, quoi. Voilà, donc c'était ça le début, en fait, c'est la jeunesse. Mais en ce moment-là, évidemment, bon, je ne me suis pas configuré dans ma tête que un jour on va se marier ou quoi, non. C'était juste un coup de foudre. Hein. Et j'étais frappé par la façon dont elle a répondu et la façon dont elle s'est présentée. Voilà. Wow. Entre le... Ah, quelque chose à dire? C'est juste tout le monde s'est présenté femme de tel. Et il est arrivé que je n'étais pas femme de quelqu'un, j'ai dit j'étais célibataire. Ce n'est que ça. J'étais juste présenté le coucou, il n'avait rien dit. C'est plus le femme en fait qui s'est présentée en se disant moi je suis telle et épouse de telle, madame de telle. Et j'ai trouvé ça bon. Apparemment, quand on se présente, on doit donner son statut marital. Et j'ai juste dit que bon, mon nom c'est Alice et je suis célibataire. Point barre. C'est resté gravé dans mon mémoire depuis ces jours. J'ai dit waouh. Entre la première rencontre et la prochaine rencontre, il s'est passé combien de temps? Presque 2 mois. Presque 2 mois. Il est arrivé que juste après ça, j'avais perdu ma mère et on avait annoncé ça à la communauté puisque ma tante vivait ici il y avait un temps déjà. Et alors, comme la coutume chez nous, les gens viennent présenter leurs condoléances et tout. Et il était venu. Alors, à son arrivée à la maison, c'était la deuxième fois que je le voyais. Et depuis lors, on est resté plus ou moins plus proche, plus jamais. Par le fait que tu vas là pour compatir, qu'est-ce qu'il y avait encore dans la tête? Non, en fait, ce qui était arrivé, en fait, ces jours-là, je vais aller un peu en arrière. La raison pour laquelle aussi, je me rappelle, c'était les élections, n'est-ce pas? Oui. Ce n'était pas pour... C'est parce que le truc de volcan est venu plus tard. Mais de toute façon, voilà, pour répondre à ta question, pendant les jours où je suis allé là-bas, on m'a annoncé la nouvelle, parce qu'on a annoncé dans la communauté,
Et moi, bon, c'était la première fois que j'allais chez eux. Et ce qui m'a frappé ces jours-là, je suis arrivé, tout le monde est là, tout le monde est m'attendre. Et voilà, bon, il y a du monde, certains gens que je ne connaissais pas, parce que j'étais nouveau vraiment dans la communauté ici. Ça faisait un peu moins d'une année en fait, depuis que j'habitais ici à Fleury. Et voilà, je suis arrivé, je suis rentré dans la maison, et puis il y avait une chambre où les membres de la famille étaient. Et ils étaient debout, et moi quand j'entrais dans la porte de la chambre, et monsieur Hugo, je dis, mais je connais ce type. C'est arrivé que le monsieur, en fait, effectivement, c'est un ami, c'est un collègue de classe. Wow. Je ne l'ai pas vu depuis qu'on s'est séparés à l'école secondaire à Bukavu. Et c'était là la première fois que je l'ai vu. Et moi j'ai dit, my God, que fais-tu ici? Tu vois, hein, comme de retrouvailles et tout ça. À cette occasion-là, malheureuse évidemment, mais quand même, c'était des retrouvailles pour nous. Et voilà, j'ai découvert un ami, j'ai découvert un collègue de classe, tout d'un coup. Et voilà, donc voilà où ça a commencé. Et ses collègues, c'est mon oncle. Voilà. Oh, wow! Voilà. Quelle belle surprise. Oui. Voilà, et c'était comme ça, et voilà, donc comme on était des amis, donc j'ai fréquenté la famille en tant qu'ami à Claude, et voilà. Plus comme ami à la famille, et alors vu qu'il avait retrouvé mon oncle, ça fait qu'il avait plus de raisons de venir visiter comme son ami et aussi à la famille. On n'a pas commencé à se fréquenter, peut-être c'était en fin 2003. Ouais. Quand il m'a approché et fait part de ses intentions, c'était en fin d'été 2003. Alors, plus précisément, c'était au mois de septembre, quand on commence à parler plus ou moins de changement des statuts d'amitié, de grands frères, de je ne sais quoi qu'on pouvait qualifier à l'époque. Et c'est là alors que je crois que notre premier date, comme on dirait, sortie d'office, officiellement c'était au mois d'octobre. On peut céder le mois d'octobre où on s'est dit on peut donner la chance à cette relation, voir où ça peut nous. Vous fréquentez la famille, ces multiples fréquentations, ça disait quelque chose, marqué, pas encore, oui, c'était comment? Parmi les choses que j'aurais dit avant, qui m'avait d'abord, qui avait attiré mon attention, son égard comparativement à d'autres messieurs ou jeunes garçons qui étaient à la Réunion quand on s'est vu la première fois, c'est son état naturel en fait. Être confortable comme il dit. Il a trouvé que j'étais confortable dans ma peau, mais pour moi, voir un homme, un Congolais particulièrement, en pleine communauté, tu vois, où il y a les femmes, et il prend le balai, il balaye, ça dit beaucoup de quelqu'un. Ça, ce sont des choses qui m'ont vraiment fait apprécier sa personne. Et parce que ça dit beaucoup de la simplicité de quelqu'un. Alors, ça m'avait beaucoup impressionné. Et le temps qu'il fréquentait la maison avant qu'on ne s'engage officiellement, honnêtement, c'était juste des affirmations de la personne que j'avais rencontrée la première fois. Sa façon de se tenir, sa façon d'être avec d'autres personnes, la façon dont il va venir. Vous savez, c'est pas donné à tous les Congolais qui vont se promener avec du jus en main. Alors, non, ce sont de petites choses qui fait que quand même des signaux comme vous le dites. Ok. Ce sont de petites choses. Naturellement, quand on dit on peut avoir des dates sans pour autant être engagé, qui veut dire que c'est un ami ou avec un potentiel petit ami avec qui vous pouvez aller manger, je sais pas, voir un film, sans pour autant avoir d'engagement personnel. Mais dans notre cas, quand je dis notre premier date, c'était où nous avions décidé de donner la chance à notre relation. Et ça, c'était au mois d'octobre, où on s'est dit, bon,
officieusement, on va essayer d'être, tu es mon chéri, je suis ta chérie, et puis on essaie de voir où l'avenir va nous mener. Alors, c'est ce que moi j'appelle première date. Merci. Quelque chose à ajouter sur... Non, c'était ça, la limite. C'était ça. Parce que moi, j'avais nourri l'idée depuis un certain temps. En fait, ce que je voulais d'abord connaître la personne. Vous savez, il y a des gens qui se rencontrent pour la première fois. Et après coup, comme je t'ai dit, des petits signaux. Mais d'autre côté, j'aime prendre mon temps quand je veux quelque chose. Donc, voilà, ensemble depuis 2005 jusqu'à maintenant. C'est la même personne jusqu'à aujourd'hui? Oui, en tout cas, et Dieu merci pour ça. C'est la même personne? absolument. Ah, ok. Yep. Pas son anniversaire? Non. Le mien ou le tien? Qui veut commencer? Le 3 avril. 3 avril. Elle, c'est le 18 juillet. 18 juillet, 3 avril. Pas trop cher, il faut y aller. Well. Pas hésiter. Bon, le bon côté des Okoko est qu'il n'est pas compliqué comme à table. Il mange ce qui lui est présenté, mais à sa préférence, c'est le dindon fumé à la sauce pistache. Et bien sûr, il y a l'histoire de facochère aussi, que je pense que pour lui faire plaisir, c'est plus le dindon fumé à la sauce pistache et le poisson. Et accompagné de la banane. La banane. Son repas préféré? Oh my gosh, ça, je veux m'embarrasser. Parce que c'est ça la chose en fait. Pour ceux qui nous écoutent, tu vois, moi je ne prépare pas pour. Parfois je le fais. Mais son repas préféré, qu'est-ce que je peux dire son repas préféré? Non, moi je ne peux pas dire que je connais vraiment son repas préféré. Je sais que si je sors avec elle, hein, et que je vais vraiment lui faire plaisir, je l'amène à des endroits où il y a des fruits de mer. Voilà, des fruits de mer. Et particulièrement, je sais qu'à des occasions quelconques, quand je veux vraiment lui faire plaisir, un des dishes, c'est-à-dire des repas qu'elle a vraiment aimé, c'était le langouste, qui est un fruit de mer. Ils viennent du Congo. C'était facile l'intégration. On parle français au Congo. Ici c'est l'anglais, la culture. C'était facile l'intégration. Je dirais oui et non. Tout simplement parce que apprendre la langue, des fois, il faut une petite volonté. Et on était obligé, puisqu'on n'a pas de choix, on doit survivre, il faut apprendre la langue. Et le plus difficile, c'est qu'on est loin de toute sa famille et on doit s'ajuster. Et alors, des fois, les personnes qu'on rencontre dans nos vies, ils ont beaucoup d'impact, surtout ici aux États-Unis, dans les cinq premières années, ou un peu moins ou un peu plus, dépendamment de votre façon de voir les choses. Alors, pour moi personnellement, je pense que c'était déjà une bonne chose d'être ici et je devais juste voir les choses de bon côté et s'attendre. Les challenges ne m'ont pas tué, alors je suis m'ajuster. Je dirais que tout dépend. Tout dépend. Évidemment, il y a toujours des choses culturelles. Si tu vois, venant du Congo, pour moi j'ai eu la chance quand même d'habiter ailleurs, avant de venir ici aux États-Unis, j'ai pu explorer. Je suis venu ici aux États-Unis, j'avais 27 ans. Avec 7 ans, tu es quand même assez majeur. Et il y a eu des choses culturelles, évidemment. Je ne sais pas comment relater ça aux autres, mais pour moi, quand je suis venu, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis retrouvé dans une situation où
Je suis parfois seul à la maison, je ne sors pas, j'ai laissé tous mes amis derrière, ma famille derrière. Je suis venu ici aux États-Unis, évidemment. Je n'ai personne d'autre, je n'ai pas d'amis et tout ça. C'était dur. Tout est dur. Mais je veux dire quelque chose de spécifique et que tu as déjà mentionné il y a quelques minutes. Et ma femme l'a dit. C'est la nourriture, côté nourriture. Là, chez nous, non, maman. Ne pose pas de questions. Elle t'amène la nourriture, elle met là, tu manges, et puis c'est tout. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce que tu veux manger ça? Est-ce que tu veux manger cela ou quoi? Non. Donc ça, c'est comme ça, c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Mais quand je suis venu aux États-Unis, my God, je suis allé au restaurant et j'étais irrité par le fait qu'on me posait trop de questions. En fait, pour moi, je me disais, c'est trop de questions pour la nourriture que je mange. Au premier jour, une dame m'a posé tellement de questions juste pour la salade. Tu veux, ok, je vais manger la salade, ok. Tu veux du mayonnaise dedans, quelle sorte de mayonnaise? Tu veux du sel, tu veux des green pepper, tu veux ceci, tu veux cela. Et c'était tellement irritant pour moi que je devais dire à la dame, écoute madame, je suis vraiment désolé, mais donne-moi la nourriture. Donne-moi la nourriture. Je ne veux pas être questionné juste pour manger. Je devais lui expliquer en fait au restaurant. Je devais prendre le temps, j'étais avec un ami, et je devais prendre le temps d'expliquer à la dame pourquoi je suis frustré. Je lui ai dit exactement ceci. J'ai dit, ma maman, nous grandissons à la maison, ma maman ne me posait pas de questions pour la nourriture. Elle me présentait la nourriture, je mangeais, c'est tout. Maintenant, je suis ici, je suis supposé être libre, vous devez me poser beaucoup de questions. Elle m'a dit, elle a rétorqué, elle a dit, ouais, mais il faut comprendre, aux États-Unis, c'est ça la liberté. Tu dois être en mesure de choisir ce que tu manges. Voilà. Je dis merci. Ça, c'était un échange quand même bien. J'ai pu exprimer ma frustration culturelle et elle m'a expliqué, au fait, elle m'a fait le point que c'est la liberté et ici aux États-Unis, on ne peut pas juste te donner quelque chose. Tu dois dire, c'est ça ce que je veux, tu as un choix. Voilà, donc ça c'est la différence culturelle que j'ai beaucoup appréciée, au fait, quand je suis venu ici aux États-Unis. J'ai appris beaucoup de ça. Elle va aussi partager avec nous quelque chose qu'elle a eu à faire face. Personnellement, je crois que je n'ai pas vraiment eu beaucoup de chocs culturels comme tel, mais ce qui est frustrant en fait, c'est quand tu as une journée surchargée où tu t'attends à accomplir certaines choses et cela n'arrive pas. Et à la fin de la journée, tu es dans ta solitude parce que tu n'as pas le tien à côté. Alors, parce que deux fois, notre façon de voir les choses, notre façon de parler, ce n'est pas exactement comme l'Américain verra les choses. L'Américain grandit en anticipant qu'à un point, je vais quitter le toit familial et je serai chez moi seule, personne ne me dira si je n'aurai pas de compte à rendre. Or, nous grandissons tout en se disant, j'ai ma famille toujours. Et quand tu arrives ici, tu es dans une situation où tu ne peux pas appeler tes frères ou tes soeurs et leur dire, voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui, voilà j'ai rencontré quelqu'un qui m'a embêté au travail. Ça, je crois que c'était ce qui était plus frustrant pour moi que m'attendre à la salade, choisir ma vinaigrette. Je n'ai pas eu beaucoup de cela, mais n'empêche, le manque de mes proches autour était difficile. Un grand sacrifice en fait pour les gens qui quittent chez nous. Cet environnement ici, c'est un grand choc. Merci. Ensemble, vous avez 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Vous êtes congolais, vous avez des enfants américains, culturellement américains, mais des sangs, oui, congolais et américains. On dit que l'on ne donne que ce que l'on a. Vous avez réussi une éducation congolaise. Comment vous arrivez à simplifier les choses ou à donner une éducation congolaise dans une culture américaine aux enfants? Comme vous l'avez bien dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Alors,
Nos enfants sont nés américains, mais ils comprennent très bien que nous, leurs parents, nous venons de quelque part. Et nos valeurs, nous les avons aussi reçues et héritées de nos parents. Donc nous ne pouvons que leur donner ce que leurs arrières ou grands-parents auraient voulu leur donner. Du coup, dans ce sens, tout ce que nous devons faire, qui est peut-être un peu différent de ce auxquels ils sont exposés à l'école ou dans la société américaine, on essaie de leur faire comprendre le bien fondé de cela. Tu vois? Parce qu'il est facile de dire à un enfant que voilà comment vous devez vous comporter parce que vous êtes Congolais, mais pour lui, il ne s'identifie pas naturellement comme un Congolais au premier choix. Donc on doit être en mesure de lui faire comprendre pourquoi ces valeurs-là sont importantes pour nous, pour notre famille. Pourquoi ces valeurs-là, qu'est-ce qui le différencie d'un autre enfant, d'un autre garçon? Ça peut être aussi un autre Congolais au Congo. Qu'est-ce qui le différencie de cela? Et c'est comme ça qu'on essaye de les éduquer. Et avec l'aide de Dieu, bien sûr, ça nous permet plus ou moins de communiquer et qu'ils comprennent quel est notre souci. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ne parlent pas que l'anglais. Ils parlent aussi français et ils comprennent aussi nos langues du pays. Un peu, oui. Oui, le français c'est plus facile parce que la plupart des Congolais aussi qu'ils rencontrent ici parlent français. Alors c'est plus facile de communiquer en français. On essaye de parler un peu swahili avec eux, cela n'est pas toujours facile, ils comprennent, mais à peine ils peuvent faire de mots. Mais bon, on ne peut que leur donner ces connaissances. D'abord, je ne sais pas comment m'inventer. Je préfère dire à ceux-là qui disent que les enfants parlent que l'anglais, ne parlent pas que le français. Et parfois, je suis même, comment dirais-je, je me victimise moi-même par rapport à ça. Parce que j'aimerais que mes enfants, comme héritage, parce que c'est ça la question que tu as posée, comme héritage, soient en mesure de se rapprocher de la culture. Il n'y a pas beaucoup de choses que la langue pourrait être plus proche de la culture. Là, évidemment, nous parlons en français. Nous ne sommes pas français. Mais nous sommes très proches de la culture française. N'est-ce pas? Alors, quand nos enfants ne parlent pas notre langue maternelle, ça c'est un manque à gagner, malheureusement. Okay. Sauf que, avec le train de vie que nous avons ici dans ces pays, aux États-Unis, nous sommes toujours, allez, go, 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 comme on dit. Et les enfants, non seulement vont à l'école, ils reviennent à la maison, nous essayons tant mieux que mal de leur inculquer ou de leur parler en non-langue. J'essaie de parler en français, parfois en swahili. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces enfants-là, je crois que c'est juste le fait culturel, c'est comme s'il y a un certain temps, les enfants ne veulent pas véhiculer ou parler cette langue-là, cette autre langue, là-bas, dehors. Ça fait que, quelque peu, à un certain âge, je crois que nos enfants rejettent. Parce que même les Français, on a essayé depuis que nos enfants étaient petits à leur parler en français ou en swahili. On leur a mis, on l'a choisi qu'ils prennent des classes, des moyens spéciaux, hein, à travers Internet, des applications électroniques et ainsi de suite, pour apprendre. Heureusement, certains d'entre eux parlent, enfin la majorité de nos enfants parlent quand même. Le français, le swahili, c'est encore plus difficile. C'est là que maintenant, le fait que nous sommes détachés de notre... Je vais être long, mais le fait que nous sommes détachés de nos pays, de nos parents, de nos proches, hein, c'est très difficile pour les enfants de se retrouver dans cette langue. Okay? Alors c'est pour ça que je ne peux pas dire à ceux-là qui disent que nos enfants ne parlent que l'anglais ou que nos enfants ne parlent que le français, je ne peux pas les blâmer, mais moi je ne le dirais pas de cette façon. Je le dirais dans la façon de dire, c'est la langue que j'ai pu encourager mes enfants de parler. Au moins ils ont quelque chose, parce que j'ai ça. Je leur ai légué cette partie-là. Ça fait partie de nous. Il y a des gens qui vont dire que voilà, vous êtes déracinés, blablabla, parce que vous parlez en français. Mais moi, ce n'est pas comme ça. Je sais que ça fait partie de notre héritage maintenant. Nous avons reçu
cet héritage à travers des façons, des moyens de colonisation, peut-être par la colonisation que nous avons hérité la langue française, mais de l'autre côté, ça fait partie de nous. Voilà, le français, c'est une des langues nationales au Congo. Voilà. Donc au moins, je sais que mes enfants, quand ils rentrent au Congo, au moins ils ont une façon de véhiculer ou de communiquer avec certains membres de nos familles. Voilà. Ouais. Merci. Vos enfants ont des beaux noms, des noms congolais. C'est pas dans beaucoup de familles qu'on trouve ça. C'est quoi la raison? Parce que plusieurs parents, ils aiment donner à leurs enfants des noms chinois, des noms européens, des noms, mais vous gardez des noms congolais? Comme on dit, chaque enfant naît avec ses circonstances à lui. Et souvent, ces circonstances, c'est juste, comme on dit, les circonstances que le parent traverse des fois influencent certaines choses. Et beaucoup de nos enfants, leurs noms ont eu des significations et qui nous sont chers. Et alors, il y a de beaux noms dans nos langues. Les noms de nos enfants sont en français, en swahili pratiquement et tous. Il y a 2 qui ont de prénoms occidentaux, si on peut dire. Mais ils ont aussi leur first name en swahili. Et on trouve ça, en tout cas, unique à nous-mêmes. En swahili ou en langue. Même en Rega aussi, mon mari il est Rega. Alors, c'est de bons noms en fait, qui ont des significations qui nous sont vraiment chères et on a trouvé que c'était ça. Je voulais juste dire que ça fait partie de ces désirs. Pour nous, c'est encore une autre façon de démontrer notre désir de rester proche de nos cultures. Parce que par les noms te précèdent, n'est-ce pas? Quelqu'un peut ne pas te connaître en personne, mais le nom sera quelque part là-bas. Et quand on te voit, c'est oh, mais ça c'est Monsieur Mampal, vraiment. Et ça, c'est comme toi. Et voilà. Et voilà, donc pour dire que ça fait partie de ces désirs-là, de vouloir vraiment rester proche de notre culture. Même si ils ne parlent pas des Swahili par exemple, mais au moins, ils ont quelque chose. Ces noms-là, étant Swahili ou en non-langue maternelle, ça fait que ça les représente. Et un jour ou l'autre, s'ils le veulent, ils peuvent même aller chercher l'origine. Nous leur avons expliqué ce que ça veut dire, chacun de nos enfants, le nom, la signification de leur nom. Mais de l'autre côté, peut-être un jour ou l'autre, ils voudraient en connaître plus. Qui sait? Je dirais que 75 à 25, hein? 75 Congolais et 25 Américains. Ce qui ne veut pas dire nécessairement vrai 25 Américains, ils mangent tout ce que les Américains mangent, sauf qu'ils sont plus servis congolais, ils savent cuisiner congolais, alors comme on a dit, on ne peut donner que ce qu'on a, le meilleur de soi-même. Là, je vais juste compléter rapidement avant de l'oublier. À quoi je suis en train de penser. Tu sais ce que je venais de dire là, il y a quelques minutes, par rapport à mon choc culturel vis-à-vis de la nourriture. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que ma mère, au fait, ne me donnait pas les choix. Ok? Et ma femme est égale à elle-même, ce n'est pas que j'aime ça, en fait, parce que ça fait partie de ce que moi, j'ai vécu, c'est comme ça qu'on a grandi. Ma femme est très stricte avec ses enfants. Elle dit, c'est ça ce qu'on a préparé, c'est ça la nourriture qu'on va manger, c'est ça ce que nous voulons manger. Ce qui ne vous tue pas vos enfants. Non. Tout à fait. D'ailleurs, les enfants eux-mêmes ne comprennent pas. Et moi, je ne suis pas un médecin, mais je sais que la nourriture que nous mangeons là, hein, elle est ancrée, elle est dans notre DNA, dans notre ADN. Oui, ça c'est vrai, okay? C'est scientifiquement. C'est dans notre ADN. Et pour renforcer votre ADN, vous mangez la nourriture des chevaux. Pour preuve, quand elle est enceinte, elle a ces désirs, parfois moi-même ça me choque. Je dis, mais comment est-ce que c'est arrivé? Elle veut manger viande boucanée, pour ceux qui connaissent, c'est la viande de brousse, hein, que moi j'ai mangé quand j'étais petit. Donc ça, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai mangé ça. Et où trouver ça ici? Elle va se réveiller à minuit, à 2 h du matin, elle me dit, c'est ça ce que je vais manger. Bah, tu dis pas tout le secret. Bon, enfin, je ne veux pas aller
Non, personne n'a entendu. Mais voyez-vous, c'est pour dire que Faut pas frustrer les nouveaux maris. quelque part, hein, ça fait partie de moi. Décider, je pense que nos parents à l'époque étaient limités avec ce qu'ils pouvaient, comment orienter nos enfants ou nos grands-parents. Alors, il était plus facile de vous orienter par rapport à ce qu'ils espéraient aller vous ouvrir plus de portes, plus d'opportunités par rapport au cadre. Et ici, vous savez, c'est que nous essayons de faire comprendre aux enfants qu'est-ce qui est important pour eux, pour leur personne, qu'est-ce qu'ils veulent devenir, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais quand on partage avec eux, et par rapport à ça, vous essayez de les orienter. Il y a beaucoup de choix. Les États-Unis offrent tellement de choix. Et moi, je ne suis pas le genre de maman qui voudrait me donner l'arrêt cardiaque quand mon fils grandit et il choisit de faire ce qu'il veut. Non. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est écoute, ces pays ici, être indépendant veut dire tu auras une maison, tu voudras payer cette maison, tu voudras avoir une belle voiture, tu auras une femme, tu auras une famille. Alors, tu dois te mettre dans une situation ou dans une position où tu peux subvenir aux besoins de ta famille ou de toi-même. Et avec ça, il y a des choix qu'il faut prendre, il faut faire de maintenant, de le bas âge. Donc, si quelqu'un te dit, veut être médecin, bon, être médecin, ça veut dire tu dois au moins avoir tes notes, tes cotes à l'école au moins en bonne position. Tu ne vas pas être médecin avec 60%. En Amérique, déjà avec un si... Tu passes, oui, mais moins de 70%. C'est comme tu vas passer des classes, mais ça ne signifie pas beaucoup. Vous voyez? Alors, oui, tu peux avoir l'argent en vendant ta vie où tu vas avoir 2-3 boulots. Ou soit tu te sacrifies, tu vas à l'école, tu finis tes études et puis tu as un boulot paisible. Alors, dans ce sens-là, chacun d'eux a ses aspirations et tout ce que nous faisons, c'est les accompagner. On veut leur offrir le meilleur, les opportunités. Tout ce qu'on puisse faire, c'est les accompagner, voyant la réalité des États-Unis, en tenant compte. Je vais juste corriger parce qu'on a dit que moins de 60% c'est un C, donc c'est moins de 70%. C'est ça un C ici. 60% c'est un B. Donc c'est pas. Enfin, non, 80% c'est un B. 80%. 60% c'est un D. Et puis le 90% et plus c'est A. Donc du coup, ça, pour avoir accès aux bonnes universités, ils regardent vos notes. Et quand tu as moins de 85, diront la moyenne de 85 qui ferait 3.5 de GPA. C'est ok, mais bon. C'est ok, mais vous n'avez pas l'accès facile à des grandes universités. C'est compétitif. C'est compétitif, c'est ça. Donc... Et pour votre information, pour ceux qui nous regardent, le système américain ou anglophone, non, disons américain, est très différent du système qu'on a au pays, le système francophone, le système belge, précisément au Congo, où on peut passer une classe avec 50%, ici, non, ça ne marche pas comme ça, 60%, non, ça ne marche pas comme ça, il faut travailler. Moins 70. Voilà, à partir de 70 ou 70%. Pour pouvoir être satisfait que oui, j'ai passé cette classe. Donc, il y a une chose que vous voulez ajouter sur les enfants. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils vont aussi grandir ici. Le mariage, ils vont se marier ici avec des Américains ou avec des Congolaises. Monsieur Mapala, soyons sérieux. On ne peut pas... Parce qu'au pays, je vais vous donner la parole, au pays, on choisissait de... Il y avait des mariages. Chez mon mari, on le fait toujours. Hein. Et chez moi, on le fait aussi. C'est pour ça que j'ai mon beau kilo qui est là. Voilà, il y a des mariages arrangés. Qui n'est pas toujours un échec. Ça a produit de bons fruits. Ici, c'est votre première fois d'avoir des enfants qui vont se marier un jour. Vous vous attendez à quoi? Je ne sais pas ce que leur père attend, mais je pense que personnellement,
nous élevons les enfants de manière que ce soient de bons citoyens dans la société. Et tout ce qui est bien est apprécié ailleurs. Que ce soit du blanc, du noir ou du jaune, c'est apprécié. Notre préférence serait ma préférence à moi, comme maman, serait de garder plus ou moins la base de ma famille. Qui dirait s'ils vont trouver une femme congolaise, c'est pas mauvais, ça serait une préférence seulement. Mais on leur souhaite tout le bonheur. Et qui définit leur bonheur, c'est à eux-mêmes de nous le dire. Non, c'est ça, parce que, encore une fois, je t'ai parlé de mon choc culturel. La salade. La continuation de ces chocs est telle que c'est que l'américaine, la dame, la serveuse au restaurant m'avait dit, c'était que, monsieur, ça fait partie du bonheur de l'Amérique. Ça fait partie de la liberté que nous apprécions beaucoup ici aux États-Unis. On ne te force pas à faire quelque chose. Tu choisis. Et pour cela, comme tu l'as dit au début, nos enfants sont autant bien américains que congolais. Et je dois vous dire que leur vie, principalement, est ici aux États-Unis. Alors si, moi je vais dire à mon enfant, que ce soit une fille ou un garçon, que c'est moi qui vais lui choisir un conjoint ou une conjointe, je veux la guerre. Ce que je dis en général, c'est que nous orientons nos enfants. Nous sommes des bergers pour nos enfants. Vous savez ce que les bergers font? J'ai fait ce travail quand j'étais petit. Tu prends soit la chèvre ou une vache. Toute la journée, la vache là, tu vas la diriger, tu vas l'amener à un endroit où il y a des pâturages. La bête va manger. À la fin de la journée, tu prends un fouet. Tu amènes cette bête à la rivière pour boire. Quand tu arrives à la rivière, je ne prends pas la tête de cette bête-là pour lui mettre en eau pour boire. Si je dois faire ça, parce que je n'ai pas réussi mon travail, la bête a déjà soif. Ce que je veux dire, en tant que parents, c'est ce que nous faisons depuis bas âge. Nous les avons emmenés dans ce monde, c'est nos enfants, avec tout l'amour que nous avons pour eux. Nous voulons qu'ils réussissent. Et puis c'est tout. C'est que c'est la réussite peut être subjective. Même pour eux. Mais ils sont toujours ici avec nous, nous essayons de leur montrer le passage. Et à la fin de ces passages-là, ils doivent boire. Parce qu'ils auront soif de boire, mais nous aurons fait notre travail. Si nous n'avons pas fait notre travail au début, nous risquons de nous retrouver dans une situation où nous serons, moi personnellement, je peux nous juger comme un échec. Donc, conclusion, nous souhaitons le meilleur pour nos enfants, mais nous les préparons pour le meilleur. Je pense que c'est elle qui détient le secret. Sale. Je vais mettre ça en musique. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, on peut déplacer les montagnes, comme on dit. L'amour prend la saleté, la sanctifie et en fait de merveilles. Donc, je pense que c'est l'amour. Quand on aime, on ne sait pas faire de mal. Quand on aime, on supporte certaines choses. Quand on aime, on se sacrifie. Et alors, je crois que c'est l'amour, tout simplement. Les uns pensent que le secret c'est dans la nourriture, les autres pensent que le secret c'est avoir des enfants, d'autres encore pensent que le secret c'est dans la chambre, d'autres encore croient que le secret c'est l'argent, d'autres encore pensent que c'est la position sociale dans la société,
Oui, et tant d'autres choses. Et là, la Queen dit que c'est l'amour. Bon, c'est pas la nourriture. Vous savez, on ne prépare que pour les personnes qu'on aime. Hein? On ne prépare que pour les personnes qu'on aime. Alors, l'amour englobe beaucoup de choses. L'amour couvre beaucoup de réalités. L'amour fait de nous de personnes merveilleuses. Alors, quand je prépare, quand je fais les repas, c'est pour nourrir ma famille, c'est pour nourrir les gens que j'aime, c'est pour nourrir mon amoureux. Alors, sans l'amour, pourquoi je ferais la nourriture pour lui? Sans l'amour, pourquoi j'arrangerais ma chambre? Sans l'amour, pourquoi on fera tous ces sacrifices qu'on fait? Donc, en fond, comme on l'a dit, c'est l'amour. L'amour définit tout. Ça définit tout. Pour nous au moins. Parce que tout ce que nous faisons, c'est parce que cette personne m'est chère, parce que j'estime que je lui est chère aussi. Et quand il travaille pour qui? Pour la famille qu'il aime. Et il habille la femme qu'il aime. Donc à la fin de la journée, c'est l'amour que résume notre secret. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est cet amour qui soulève de la saleté, ça nettoie, ça essuie, ça fait. Quoi elle a bien dit. Je vous ai dit que c'est elle qui détient le secret. Elle sait. Mais dans ça aussi, je dois ajouter que l'amour, c'est ça, ce qui détient tout. Je n'ajoute rien, je répète seulement ce qu'il a dit parce que c'est ça. Et on dit souvent, laissons que tout ce que nous faisons le fassions pour l'amour. Si nous faisons tout ce que nous faisons pour l'amour, regarde, le résultat est beau. Et quand moi je regarde ma famille, je dis que nous sommes bénis. Je remercie le bon Dieu pour nous avoir donné la personne avec qui partager la vie, un conjoint. Un conjoint qui est patiente, ou une conjointe qui est patiente pour moi. Parce que souvent, je dis, moi je suis chanceux, pourquoi? Parce que dans le mariage, on peut dire qu'il y a de la sagesse, mais aussi, on ne sait jamais. Vous pouvez rencontrer une personne, comment vous l'avez rencontrée, et être frappé par un coup de foudre, et vous rentrez dans cette relation, et à la fin, vous dites, oh, je me suis trompé. Mais pour nous, jusque-là, nous disons Dieu merci. Nous sommes joints par l'amour, et dans cet amour-là, l'amour c'est l'honnêteté. L'amour c'est la patience. L'amour c'est la transparence. L'amour c'est donner. L'amour c'est recevoir. L'amour c'est beaucoup de choses. Mais en fait l'amour, c'est ce qui donne la vie. C'est la fondation à la vie. Et alors, nous sommes bénis. Moi, je me considère béni par le fait que Dieu m'a, dans mon passage, m'a ramené dans la direction de cette dame. Elle avait accepté de passer le reste de sa vie avec moi. Mais je dis souvent à d'autres personnes, quand vous dites je veux vous épouser, je vais passer le reste de ma vie avec toi, ça ne peut pas être juste un jeu de lèvres. Ça doit être du dedans, c'est-à-dire du cœur, du fond de soi. Et c'est ça, au fait, la fondation même, la force, l'énergie qui vous permet de résister aux marées et au vent. Voilà. Je dis souvent aux amis ou aux jeunes couples, quand vous commencez à appeler quelqu'un par un nom particulier, vous devez vous rassurer que ce nom ne va pas changer. Alors, qui dirait, si je l'appelle bébé, même quand les moments sont forts, il est toujours bébé.
Quand je l'appelle Kitenza, il est toujours Kitenza. Quand je l'appelle le coco, il reste toujours le coco. Que pour moi, fâchée ou pas fâchée, amoureuse ou pas amoureuse, c'est la même personne, ça ne change pas. Donc du coup, selon les inspirations de joie, que je l'ai toujours appelé, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et naturellement, pour le flatter, je l'appelle... On va arriver. Mais j'aime l'appeler Kitenza, qui est son vrai nom, qui est son nom du sang de base, qui est le nom de toute ma famille. En fait, c'est le nom puissant en fait. Wow. J'appellerai toujours Kitenza dans le moment fort. Est-ce que j'ai ajouté sur ça? Bon, pour ce qui concerne le nom, c'est vrai, je sais que quand on m'appelle Kitenza, il y a des choses sérieuses. Hein. C'est qu'elle elle insiste que je dois me remettre. L'attention, je veux juste l'attention. Je veux l'attention, que je dois payer attention. Ça, c'est des choses comme ça viennent avec le temps, en fait. Mais parfois, au début, je ne comprenais pas. Mais c'est avec le temps que j'ai finalement compris que c'est ça. Donc, il y a un ton quelconque. Il y a une appellation quelconque qui te ramène à un certain niveau, à un certain moment. Oui. Et voilà, c'est un peu comme ça. Quoi. Quand vous vivez avec quelqu'un pour autant d'années, vous apprenez cette chose. Et c'est important. Parce que c'est comme un code entre vous deux. Hein. Vous pouvez être en public, vous pouvez être devant vos enfants, parce que vous ne voulez pas que vos enfants soient impliqué dans ce que vous voulez dire. Il y a une façon de vous parler, nous savons que je reçois le message et je reçois le message. C'est ça. Donc c'est cette complicité-là, en fait, qui rajoute, comment dirais-je, un peu de saveur dans cette vie d'amour. C'est un secret alors, si il n'y a que nous qui le connaissons. Il n'y a personne ici, on est quand trois ici. Hein. Donc ça reste entre nous en fait. Je préfère garder ça entre nous. Parce que c'est entre nous quoi. C'est intime. Voilà. Et ce qui est intime est tout à fait personnel. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons des petits noms entre nous. Que personne ne connaît, que personne ne connaît. Pour moi, je l'ai dit souvent dans ma langue, en Swahili. Est-ce que tu peux souffler ce nom maintenant à son oreille? Ce nom-là. Voilà. Est-ce que la queen peut faire le même? Ce nom-là souffle maintenant. Hein? Je suis prêt. Hein? Allez-y, maman, souffle un peu ce nom-là. Oh là là! Voilà, ils ont des noms secrets et ça fait le bonheur du couple d'avoir des noms secrets, des codes que personne d'autre ne peut accéder. Merci beaucoup pour avoir partagé avec nous cela. D'ailleurs, quelque part, je me dis que c'est aussi bon que les enfants voient parfois, pas tout le temps, parfois que vous avez des mésententes. Parce que ça fait partie des relations. Il n'y a pas des relations parfaites. Parce que vous serez en train de c'est-à-dire mentir à vos enfants. Non, il arrive. Et à ce moment-là, souvent, nous expliquons. Nous les faisons asseoir. Surtout ceux-là qui ont un peu l'âge. Nous jugeons qu'ils ont maintenant l'âge de comprendre certaines choses. Je suis pour expliquer aux enfants ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi maman est dans cet état? Pourquoi papa est dans cet état? Pourquoi nous avons les voix par exemple? Parce que nous ne voulons pas vraiment exposer nos enfants, souvent quand nous sommes différents. Mais c'est vrai, nous vivons ensemble, nous vivons dans cette maison, et de l'autre côté, comme je vous disais, c'est aussi bon parfois que les enfants sachent qu'il n'y a pas de relation parfaite. Parce que s'ils sortent de la maison croyant que nos parents ont toujours été parfaits, c'est un problème. Et alors, ça fait que nous leur expliquons. Vous savez, les enfants, ça prend du temps pour que l'enfant atteigne la maturité de comprendre certaines réalités de la vie. Et du coup, quand ils arrivent à ce niveau-là, d'ailleurs, c'est eux qui viennent vers vous, puisqu'ils vous observent. Ils voient les humeurs changer, ils voient quand maman est contente ou quand papa n'est pas à l'aise, ils voient ça.
C'est eux qui vont venir et te poser le mille et une questions de maman, ça va bien, papa, est-ce que ça va? Alors, leur faire comprendre ce que papa a dit, que ce n'est pas la perfection. C'est le savoir et le vouloir d'arranger et de s'ajuster à la situation qui est importante. Alors, comme vous l'avez demandé, c'est tout simplement de dire, ne traumatisons pas les enfants avec une situation d'adulte, mais aussi permets-leur de comprendre que ceci peut arriver. Il peut arriver que papa et maman se fâchent, mais cela ne veut pas dire que papa et maman ne s'aiment pas. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Papa et maman s'aiment et sont là pour les intérêts de la famille. C'est juste une incompréhension qui va passer. Et ça passe toujours. Un verre d'eau d'abord. Ça, c'est de tous les jours. Quand il arrive, vous savez, quelqu'un est hors de la maison toute la journée, il arrive, on peut lui offrir à boire d'abord. Et après, selon la situation, si c'est une journée lourde et il fait très chaud, une bonne salade peut se faire l'affaire. Si c'est une journée en hiver... Sans trop de questions. Sans beaucoup de questions. Ça, c'est important. Mais quand il fait froid, comme nous autres, nous vivons où le temps change, le climat change. En décembre, janvier, février, mars, une bonne soupe ou une bonne macédoine d'igname ou de patates ferait l'affaire. On n'a pas besoin de dire c'est un repas fétiche, non. C'est juste l'affection et l'amour qui vient avec le plat. Il peut être juste le foufou et le pundu. Et ça fera l'affaire pour la journée. Bon, je pense que... Ouais. Vous savez, quand il dit ça, c'est juste se référer à sa blague culturelle. Oui, aussi, il faut savoir lire la personne. Vous savez, il faut savoir lire la personne. Et il y a de ces choses-là, oui, tu voudrais bien savoir, mais est-ce que dès qu'il met son pied dans la maison, il est prêt à en parler? Il peut ne pas être prêt à en parler maintenant. Donc pour moi, c'est d'abord bienvenue. Bon, tu voudras de l'eau, du thé, on fait le plat, on mange. Et bon, après, comment était ta journée? Les hommes, c'est pas leur nature d'abord de raconter leur journée, ça on sait. Mais quand il y a des situations qui t'inquiètent, si ça m'inquiète moi personnellement, je vais demander un peu, une, deux fois. À la fin, il peut en parler quand il le prend. Bon, d'abord, juste pour lier un peu à ce qu'elle disait par rapport au questionnement ou à la mauvaise journée pour moi. Je dis simplement que, tu vois, quelque chose est passé par ma tête quand elle disait ça. Parce que dans une relation de couple, ce que je compte encore qui est très très important, c'est la confiance mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je viens du boulot, hein, et que j'arrive, et ma femme lit sur moi, sur ma personne. Elle trouve que je suis peut-être fatigué, et ainsi de suite. Elle sait sérieuse. Même si elle avait quelque chose à demander, à poser comme question, comme je l'ai dit, pas beaucoup de questions, elle ne pose pas trop de questions. Puis, je l'ai dit, c'est vrai. C'est que cela veut dire pour moi. Parce que quand je lui dis que je suis allé au travail, je suis allé au travail. Donc, elle sait que moi, je me sens, ma femme a confiance en moi. Okay? Il m'arrive très souvent de venir du boulot tard. Elle ne va pas commencer à me poser où est-ce que tu étais, pourquoi, blablabla. Il y a des gens, je ne sais pas comment d'autres gens vivent. Mais cela, encore une fois, parce que ma femme ne me pose pas trop de questions par rapport à ça. Je sais qu'elle a confiance en moi. Et pour moi, ça, c'est très important. Et pour en arriver là, il faut être transparent avec ton compte. Pour moi, ça c'est très, très, très important. La transparence nourrit la confiance. Voilà, maintenant pour sa journée. Je dois dire, ma femme
Moi, je vais au travail, je reviens. Et bien qu'aujourd'hui, je travaille de la maison, je suis ici. C'est comme si je ne suis pas ici. Okay? Je sais qu'à un point, ma femme, elle est cassée, elle est fatiguée, elle est par terre. Parfois, je fais des choses sans lui poser de questions, évidemment, sans des cérémonies, juste pour dire, je sais que ma femme est fatiguée, je ne peux pas lui laisser faire ça. Donc, je me mets à sa place. Je pense, je sais que quand ma femme va revenir ici, comme par exemple, elle va aller travailler, elle a son boulot, et elle a laissé la maison comme ça, avec toutes sortes de choses préparées au quoi elle est partie. Et je sais que quand elle va revenir, elle sera par terre. Et moi, je suis en train de travailler de la maison. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la cuisine, je fais ce que je peux faire. Je range, je nettoie. Parfois, si je ne veux pas me faire embarrasser, ou si je ne pense pas être embarrassé, je peux préparer parce qu'elle, elle sait comment préparer. Moi, nothing. Alors, on peut ouvrir une parenthèse pour oui, voilà. là. Voilà. Ceux qui nous regardent au pays ou en Afrique, peut-être auront besoin de plus de détails sur ça, parce que, comme vous le savez, notre culture, c'est que l'homme ne peut pas aller dans la cuisine au pays. Mais ouvrez-nous un peu cette parenthèse-là. Oui. Les contextes ici, c'est comment? Tout à fait. Parce que, tu vois, un type comme moi, dans ma culture, en fait, là où je grandissais, ma maman, je rentre à la cuisine comme ça. Que fais-tu ici? Tu rentres dans les jupons de filles, des femmes, tout ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors, va jouer avec les autres. Donc, un garçon n'appartient pas à la cuisine. C'est comme ça que nous grandissons. C'est notre façon de faire les choses. J'espère qu'aujourd'hui ça change. Mais quand j'ai grandissé, c'était pareil. Mais maintenant, cette partie, quand nous quittons nos villages, nous quittons nos cités chez nous, les toits de nos parents, nous allons ailleurs, nous apprenons aussi quelque chose. Parce que j'ai eu la chance de côtoyer d'autres gens, d'autres cultures, de toutes sortes, dans mon expérience de la vie. Et d'ailleurs, par cet amour-là dont elle parle, je dois penser pour la personne que j'aime. Ici aux États-Unis, nous vivons à deux dans la maison. Nous n'avons pas de sœurs, nous n'avons pas de cousins, nous n'avons pas de grands-mères, nous n'avons pas de parents, nous n'avons pas nos familles. C'est elle et moi et nos enfants. Alors, cette dame ici, je vais la laisser faire tout chaque jour. Même dans des moments où moi-même je suis conscient qu'elle est fatiguée. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dois me questionner. Je dis, mais quelle sorte de personne suis-je? Donc, consciemment, parce que je l'aime, je sais couvrir certaines failles, certaines choses que je vois. Là où je peux intervenir, j'interviens. Ça ne fait pas, encore une fois, naturellement, ça fait partie de ce qu'on appelle l'amour. Donc, je ne blâme pas nos cultures, c'est comme ça que nous sommes. Cela ne veut pas dire que mon papa n'aime pas ma maman ou que les garçons là-bas n'aiment pas leurs femmes. Mais de l'autre côté, moi je trouve que c'est une bonne chose quand nous pouvons être à mesure de faire cette autre chose qu'on croyait que c'était que d'aider. On croyait que c'est que les femmes qui faisaient ça. Voilà. Et à ceux qui sont aussi des immigrés ici comme nous, vivant ici ou ailleurs en Europe, un petit mot sur ce cas-là, parce qu'il y a aussi des qui se comportent en patron toujours, croyant que bon, ils ne peuvent pas, je n'ai pas grandi comme ça, non, je ne sais pas. Un petit mot pour eux. Oui, vivant ici, il faut voir la réalité en face. J'aime être pragmatique, j'aime être pratique. J'aime voir. Quand je suis avec mes enfants ici, je suis en train de marcher dans cette cuisine, je vois une fourchette par terre. Qu'est-ce que je fais? Je ramasse cette fourchette. Je la nettoie. J'espère qu'un de mes enfants va voir ça. Comme je le disais encore, nous vivons aussi dans ce pays, étranger d'ailleurs, venant de chez nous. Nous n'avons pas d'aide. Chez nous, si tu as de moyens, tu peux avoir quelqu'un pour aider, pour venir nettoyer la maison, pour venir même parfois préparer, pour faire de la vaisselle, pour laver les habits et tout ça. Ici, nous ne sommes pas
à ces niveaux-là, nous pouvons nous dire, nous allons nous procurer, nous allons avoir quelqu'un pour nous aider dans la maison. Alors nous sommes à deux. Pour cela, si tu aimes ta femme, c'est vraiment bien parfois de savoir qu'elle aussi est humaine. Elle peut être fatiguée. Et souvent ça arrive chaque jour qu'elle soit fatiguée. Elle peut être très fatiguée. Elle se fatigue. Donc, il faut penser à ça. Et laisser d'abord cet aspect-là culturel et voir d'abord en face qui est à côté de toi. Que c'est une personne humaine juste comme toi et que ça prend beaucoup d'efforts de faire tous les travails de ménage. Ça prend beaucoup d'efforts. Et il faut juste être conscient de ça. C'est un problème de conception, c'est un problème de fiction, je dirais, parce que nos frères et sœurs qui sont restés chez nous ne connaissent pas la réalité d'ici, n'est-ce pas? Mais ça, ils n'ont pas une idée. Ils se fixent une idée, ils ont une image. Mais pour connaître, il faut toucher, il faut vivre. Et tant qu'ils n'ont pas eu la chance de venir ici, ils ne comprendront pas. Alors, ce que je veux dire, c'est que ici, nous vivons dans un environnement où, encore une fois, nous sommes papa et maman et nos enfants. Alors, nous, on a dit, on a 5 enfants dans la maison maintenant. Et de ces 5 enfants, tous sont dans les besoins, c'est-à-dire, nous devons les amener à l'école, nous devons les préparer pour l'école, nous devons les préparer pour le lit, nous devons les préparer à manger, nous devons les amener à des activités parascolaires, ainsi de suite. Alors, qui fait ça? Dans ça, nous devons aussi travailler, gagner notre pain. Et dans ça, vous n'avez que 24 heures. C'est pour ça qu'ici on dit, le temps c'est de l'argent. C'est quand je suis venu ici dans ces pays que j'ai compris que littéralement, le temps c'est de l'argent. Donc le temps est une commodité très limitée. Tellement c'est limité, ça a de la valeur incroyable. Parfois, dans une journée, j'ai envie même d'allonger, si on me donnait encore 1 heure. Mais voilà, donc pour nos frères et sœurs qui sont chez nous, qu'ils comprennent que nous les aimons. Nous les aimons et puis c'est tout. Quand ils m'appellent et que je suis dans une radio, ou quand ils m'appellent à un contretemps, c'est-à-dire je dors déjà, je ne peux pas répondre. Ok? Je ne réponds pas. Et alors quand ils font ça 2 fois de suite, ils commencent à se fixer dans la tête que notre frère là, depuis qu'il est allé là-bas, il croit qu'il ne comptons plus dans sa vie. C'est mal. Vous savez, c'est une perception, je dirais. Parce que, excusez-moi, comme il l'a dit, les gens ne comprennent pas notre réalité. Et d'ailleurs, je dirais même, il y a des situations où les femmes sont victimes du faux. Qu'est-ce qui me dit qu'avant que je ne vienne dans sa vie, il l'appelait, il faisait tout ça? Rien. Mais au moins, ce que je fais de mon côté, moi je viens d'une famille. Je n'aimerais pas que quelqu'un me sépare de ma famille. Donc du coup, je ne suis pas là pour le séparer avec sa famille. Tout ce que je puisse faire, c'est de l'encourager à appeler quand il a un petit temps libre. Le décalage horaire fait que nous qui sommes aux États-Unis, en tout cas surtout en Californie, on est encore plus loin. C'est un peu difficile. Parce que 10 heures on a parfois, 10 heures, 9 heures de temps de différence. Quand il est matin là-bas, il est nuit ici. Alors, pour nous, dans notre cas particulièrement, on essaie juste de se rappeler que hey, tu as le nouvelle de la famille, tu as appelé. Bon, ou si moi-même la femme, j'ai le temps, j'appelle. Je check sur sa famille, de même qu'il le fait pour moi. Dans mon cas particulièrement, donc, parce que nous devons aider nos familles qui sont restées chez nous. Moi, j'ai une maman qui est là-bas, j'ai des membres de ma famille qui sont encore là-bas, et nous devons leur venir en aide. C'est souvent elle qui me rappelle. Voilà. Que tu as déjà envoyé quelque chose là-bas. Tu as déjà fait ça. C'est elle qui me rappelle. Parfois, il y a des choses qui arrivent là-bas, c'est elle qui me dit. Dad, il va faire ça. C'est toi, qu'est-ce que tu as déjà fait un geste? Voilà, comme ça. Elle me rappelle. Et cela m'empêche, encore une fois,
cette perception où les gens croient que c'est la femme qui est mauvaise. La femme, pour des raisons je ne sais lesquelles, vont accuser, sortir sur des conclusions, accuser la pauvre femme. Et pourtant, en réalité, c'est elle qui nous aide à poser certains actes là-bas pour les libérer. Donc, c'est pas bien de sauter sur des conclusions. Nous sommes loin, mais nous sommes proches de l'autre côté, en même temps, dans nos cœurs. C'est pour ça qu'après, j'ai dit à membres de ma famille, j'ai dit, même après 30 ans, parce que j'ai quitté ma famille, il y a 30 ans. Après 30 ans, je continue, je suis toujours en contact avec eux. S'il y a quelque chose, j'agis. S'il faut, nous faisons ce que nous faisons. Et nous avons changé les pays, mais nous n'avons pas changé d'autres. Oh, dans son cas, ça dépend. Ça dépend où se place cette couleur. Il dit que je suis sophistiqué. Ça dépend parce que si c'est une couleur que lui il porte ou que moi je porte, c'est différent. Il y a des couleurs qu'il aime sur moi, pas nécessairement sur lui. Comme aussi il y a des couleurs qui lui vont bien, qu'il ne peut ne pas aimer, mais moi je trouve que ça lui va bien. Tout dépend. Ça dépend. Mais ce qui est vrai, je sais que le bleu passe toujours. Et pas tout le bleu. Hein. Le bleu royal lui passe toujours. Le bleu royal. Et le sophistiqué aussi, de la même façon. Vous avez venu de la même planète, hein? Pour dire réellement, je crois que c'est question de côtoyage. Hein. On est resté ensemble pendant longtemps. Finalement, on se connaît quand même un peu. Donc, ça dépend. N'est-ce pas? Ça dépend de la saison, ça dépend de l'occasion, ça dépend de plusieurs choses. Mais je sais que... j'espère que pas taper à côté. Ça sera une bonne occasion. Encore une fois, ça dépend. Donc, parfois, elle aime le turquoise. Turquoise, c'est une autre façon de Il y a bleu. turquoise, ouais. Le bleu turquoise. Il y a le bleu turquoise. Et elle aime parfois les verts aussi. Oui. Mais elle aime aussi les couleurs mélangées. Comment Comme des couleurs mélangées. Il y a qui ont des parts, je ne sais pas comment on dit en français. Hein? séquence. Il y a des séquences dedans et tout. Voilà. Donc, un mélange de couleurs. Parfois. Donc, ça dépend. Encore une fois. Ça dépend des saisons, ça dépend de... Moi, qu'est-ce que tu penses? C'est ta saison ou ma saison? Non, j'aime pas vraiment l'été. L'été, c'est trop chaud. Je dirais que tous nous sommes en printemps. À partir du mois de mars, tu vas jusque vers le mois de juillet, c'est ok. C'est le bon moment. C'est le moment qu'on fait des choses ensemble, le climat sorties, est très le climat est favorable. So, je dirais c'est notre temps de l'année. Et puis, pour ajouter, j'aime la verdure. Donc, ici en Californie, pendant cette période-là, donc entre le mois fin mars et fin février, début mars jusqu'au mois de mai, il ne fait pas encore gris. Au dehors, les herbes ne sont pas encore séchées. C'est le paradis. Il a joué au soccer et le armas. Oh, football. Football. Désolé. Football et le. Les arts martiaux. Oui, j'ai fait taekwondo. Il a fait le taekwondo. Bon, avec le temps aussi, il y a l'amour du basketball. So, je crois que ça résume ses sports préférés. Ma femme, bon, je sais que quand on est ensemble, elle m'avait introduit, elle voulait que je l'accompagne en une chose que je n'ai pas pu faire. Elle aime le tennis, n'est-ce pas? Et je crois que dès le début, elle voulait le faire. Elle avait même acheté des raquettes ici. Elle aime le tennis, elle aime le basketball. Je sais, parce qu'elle a joué. Et parfois, c'est elle qui joue avec nos garçons. Là, j'en suis fier, hein. Ça ne fait pas. Moi, j'aime la natation. J'adore la natation. Oui.
c'est pas toute l'année. Hein. Non, c'est saisonnier. Je me suis résumée Saisonnier. si la natation ferait partie de ses sports préférés, puisque c'est ce qu'il fait quand le temps est beau. Il fait la natation. J'aime l'eau en général. C'est un poisson. C'est un poisson sec. J'aime l'eau. J'aime ramer. Yeah. Kayak, comme on dit ici. Yeah. Bon, vraiment, la natation, pour moi, c'est juste pour la survie. C'est tout. La souris. Ça, c'est lui? Oh, phobie. Oh, pour lui, tout ce qui est pointu. Oh, il faut le Pourquoi tu dis ça comme ça là-bas? Tout ce qui est pointu, c'est une phobie. Il a phobie de ça. Tout ce qui est pointu, l'aiguille, le couteau pointu, le cure-dent pointu, que ça ne s'approche pas. C'est une phobie. Wow. Sur la liste avant la mort, mais c'est pas précipité. C'est pas précipité. Non. C'est pas quelque chose que personnellement j'aimerais faire, mais bon, je sais qu'il est un peu aventurier. Ça peut arriver qu'il s'y engage. Ah, tu m'appelles aventurier? Oui, tu aimes l'aventure, chérie. Ah, comment t'as pu appeler ton mari? C'est pas dans le concept congolais. Je peux dire? Ça va sans dire. Hein? À certaines choses, il n'y a pas de mots. Nous aimons nous évader. Ok. Dans un monde à deux. Ok. Et c'est là, parfois nous allons dans le cruise, on passe du temps ensemble. Ça souvent c'est encore, moi personnellement j'aime l'eau. Et j'ai aussi, je crois que c'est moi qui l'ai influencé effectivement. Oui. Mais à la fin, nous prenons un bateau par exemple, nous allons pour une semaine. Les randonnées. Et ça, c'est ce qu'on appelle randonnée. Et voilà, donc nous restons là-bas pendant une semaine, on s'évade. Ok. On fait tout ce qu'on veut quoi. Aller marcher, aller au cinéma. Bien sûr, ils aiment les shopping des chaussures. Ça, c'est quand ils veulent vraiment dépouiller. Et puis, Ils aiment les chaussures. Ils aiment les chaussures. En fait, c'est l'âge, ils grandissent. Et bon, en général, c'est faire le sport ensemble. Ils font le vélo avec leur papa. Et puis, avec moi, on marche. On joue au basket one-on-one. If mommy can still beat you. Bon, Dieu merci, nous sommes un peu loin. Nous sommes encore là. Un des garçons les plus âgés à 15 ans. Voilà. Mais alors, c'est ça un peu quoi. Donc, c'est quelque chose. C'est juste. Quand ton enfant, tu sais que c'est ton enfant. Parce que nos enfants, nous les voyons grandir, nous les voyons naître d'abord et puis grandir. Nous croyons que c'est nos enfants toujours. Mais il arrive un peu, c'est des adultes maintenant. Nous devons accepter qu'eux aussi peuvent prendre des décisions, leurs propres décisions. Et cette décision-là, parfois ça passe, ça peut ne pas être la chose qui vous plaît la plus. Ou la personne prend la décision. Et voilà. Ça peut être choquant. Mais en général, c'est ça. On se réveille tard, vers 11 h. Ok. Bon, avec le temps, on a appris à apprécier le petit déjeuner au lit parce que les enfants le font. Ils vous l'amènent avant qu'on descende. Ça nous permet de rester un peu plus tard. Puis, on descend, soit c'est nous qui descendons et on fait le petit déjeuner pour tout le monde. Et on essaie, c'est le moment de nettoyage. Revoir de petits projets qu'on devait faire, qu'on n'a pas pu finir. Peut-être rendre la visite à nos amis, à la famille qu'on n'a pas vu il y a longtemps. Alors, chaque jour qu'on a une petite opportunité d'accomplir quelque chose qu'on a pu mettre en pause ou remettre à un autre jour, alors on en profite comme ça. Mother's Day, c'est les jours de la maman, c'est ce que ça veut dire. Les jours de la maman. Alors ce que nous faisons, nous essayons de
de faire des choses pour elle. Entre autres, un des jours où nous ne voulons pas qu'elle fasse la routine, ce qu'elle fait chaque jour. Préparer à manger, s'occuper de la maison et tout ça, nous voulons qu'elle s'asseye et que nous la servons aussi. Souvent, avec nos garçons, on s'arrange. On fait quelque chose. Si nous disons, bon voilà, nous allons faire ce que nous allons faire aujourd'hui, toi tu ne touches à rien. Et c'est ça, en général. Si nous avons le moyen, nous lui donnons quelque chose, nous l'exprimons combien nous l'aimons. Et ça, c'est spécial pour elle. Et voilà. Et je veux que mes enfants comprennent ça aussi, qu'ils sachent l'importance de ces jours. Parce que symboliquement, ça nous rappelle seulement, encore une fois comme on le disait, que même la femme se fatigue. La maman, c'est notre maman, elle fait tout ça pour nous, pas amour, pour l'amour qu'elle a pour nous. Mais ces jours-là, c'est le jour aussi de faire quelque chose pour lui dire combien, pour l'exprimer. Voici comment je dis, ce n'est pas mon père, c'est votre père, et je vous accompagne. Tout le jour ici, c'est journée de père, journée de parents, journée de maman. C'est tout le jour, on apprécie l'un l'autre. Et on essaie d'inculquer ça à nos enfants, savoir apprécier les uns les autres dans leur vie. Mais particulièrement, comme il le dit symboliquement parlant, ce jour-là, j'accompagne mes enfants à démontrer à leur papa l'appréciation de ce qu'il fait, de sa présence. Je leur encourage à aller parler et apprendre de votre papa. Parce que c'est le pilier. Vous savez, avec les garçons, ils voient ce que papa fait et j'espère qu'ils pourront reproduire la même chose dans l'avenir. Alors, si tu aimes ce qu'il fait, il faut le lui exprimer. Father's Day, c'est une opportunité pour vous d'aller exprimer à votre papa combien il est important pour vous, combien il fait pour vous que vous appréciez. Voilà. Je t'aime. Oh, il l'a volé de ma bouche. Je t'aime plus. Je vais m'adresser aux femmes et je ne laisserai pas s'adresser aux hommes. Vous savez, nos parents ne nous ont pas fait de mari. Il est venu de sa famille avec son éducation et il voulait juste partager sa vie avec quelqu'un. De la même manière pour vous ou pour moi comme femme, je suis venue avec mon fardeau et je voulais quelqu'un avec qui partager ma vie. Souvenez-vous seulement que chaque saison a sa fin. Et si vous vivez en Europe ou dans des pays où il y a le changement des saisons, vous vous rendrez compte que chaque saison vient avec, ça commence avec une petite douceur. Ça, au milieu, il y a un peu de, je peux dire, de turbulence parce qu'il fait très chaud, il fait très froid. Et après, on transite encore vers le bon temps. Que veut dire quoi? Ça veut dire seulement, rappelez-vous de ce qui vous a unis. Rappelez-vous à quoi vous avez dit oui. Rappelez-vous qui est cet homme à qui vous avez dit oui. Cet amour-là doit vous permettre de dire je peux essayer encore. Cet amour doit vous permettre de résister à certaines choses. Et les personnes à qui vous parlent, qui viennent vous raconter, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont dit. Est-ce que vous savez s'ils sont en train d'admirer votre place? Est-ce que vous savez ce qu'ils traversent? Vous ne savez pas, alors essayez d'abord de vous dire qu'il n'y a pas de problème qui n'ont pas de solution. Et la solution de fois n'est pas de rompre ou de signer le papier. La solution peut de dire chérie, ou si en ce moment-là le chéri ne sort pas, tu peux dire Jean, viens, on va parler. On a besoin de parler. Où nous avons failli, comment pouvons-nous refaire le chemin? L'amour n'est pas égoïste. Surtout avec ce qu'elle vient de dire là. L'amour n'est pas égoïste. Surtout ça. Parce qu'il y a des gens, je ne pouvais pas parler pour d'autres gens, mais moi, je me dis quand j'ai une relation, quand j'ai voulu
passer le reste de ma vie avec elle. C'est vrai que je savais qu'il y aura des problèmes. Mais je l'ai fait non seulement pour moi, mais je l'ai fait pensant, sachant très bien, clairement, qu'il y aura des moments difficiles sur notre passage, sur notre parcours. Donc, je reste pragmatique, même aujourd'hui. Parce que le mariage, l'amour, c'est comme une plante. Bon, moi, je viens d'un background des agriculteurs. Chez moi, mon papa faisait l'agriculture. Une plante, vous commencez par sarcler. Vous cherchez d'abord les terrains, les champs. Chez nous, dans la savane, on sarcle, on coupe les mauvaises herbes. Parfois, on brûle. On prépare les engrais naturels chez nous, c'est ce qu'on fait. Chez nous, on laisse les plantes grandir naturellement, par la pluie naturelle. Mais ici où nous vivons, vous devez mettre de l'eau. Si vous avez une plante chez vous, vous devez continuer à nourrir la plante de l'eau. Si vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Voilà donc. C'est un travail de chaque jour. C'est un travail quotidien. C'est un travail de longue haleine. Un travail d'équipe. Quand vous vous mariez, vous avez accepté. Vous amenez cette personne dans votre vie. Vous amenez cette personne à votre propre niveau. Si vous commencez à la regarder comme si elle est plus courte que vous la minimisez. Même si vous êtes grand en détail comme ça, vous devez la regarder en face. C'est une façon de dire que nous nous mettons au même diapason, c'est-à-dire au même niveau. Voilà. Et pour moi, je ne le dis pas juste pour un jeu de lèvres. Je le dis parce que réellement, c'est ça, sincèrement, ce qui fait que dans un couple, on sait qu'on n'est pas là juste pour des raisons égoïstes. On est là pour nous tous. Je continue à dire à ma femme, et tout ce que je fais, je ne le fais pas juste pour moi. Je le fais pour toute la famille. Toute la famille. Parce que parfois, je m'imagine que si j'étais seul, peut-être ça me ferait de vivre même sous impôt. Mais, avec ma famille, je fais tout. Je me donne. Avec elle, elle fait la même chose. Elle a parlé des piliers. Nous faisons 2 piliers pour que cette maison se tienne. Voilà. L'amour n'est pas égoïste. Au revoir.